Terre d'Orage, c'est une organisation qui a pour but de resserrer les liens entre la jeunesse et les grands acteurs de l'aéronautique. Donc je suis ravie d'être avec vous. Je tiens aussi à remercier les organisateurs, donc la Tribune et aussi toutes les équipes qui ont participé au Paris Surf Forum pour me permettre aux personnes de mon association de venir et s'exprimer devant vous. Le secteur aéronautique français a perdu près de 8% de ses salariés durant la pandémie, qui, comme vous le savez, a sévèrement touché le transport aérien au niveau mondial. Fort heureusement, notre filière connaît depuis décembre une forte hausse de son activité, portée d'un côté par la hausse des cadences de production de l'A320neo et du Rafale, mais aussi portée d'un autre côté par le nécessaire développement de nouvelles solutions pour réduire drastiquement l'impact environnemental de l'aviation. On pourrait également citer d'autres projets comme l'Eurodrone ou le SCAF, qui sont d'autres projets à forte valeur ajoutée au niveau technique. Pour relever ces nombreux défis, le secteur compte embaucher cette année 15 000 personnes en CDI et 12 000 alternants. Ce qui fait au total 21 000 personnes aux profils variés, donc ingénieurs, techniciens, chercheurs ou encore ouvriers. De nombreuses entreprises de la filière recrutent, donc ça va des plus petites entreprises comme les PME et les ETI, mais aussi les grands donneurs d'ordre. Seulement voilà, face à des besoins croissants en compétences et aux fortes tensions sur le marché du travail, l'industrie aéronautique doit innover pour continuer d'attirer les talents. De nouvelles méthodes de recrutement sont mises en place. On peut par exemple compter les concours étudiants comme le Blackout Challenge de Safran Électronique et Défense, mais aussi les job dating ou les salons de l'emploi, mais aussi et surtout une présence accrue sur les réseaux sociaux. Il faut donner envie, ou plutôt redonner envie, aux jeunes de rejoindre le monde aéronautique et également aux personnes d'autres industries de nous rejoindre. C'est capital car ce sont ces personnes qui vont travailler sur les avions de demain et donc il faut les embaucher aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction qui dit déjà beaucoup de choses. Alors, je suis Olivier James de l'usine Nouvelle, spécialiste de l'aéronautique. Effectivement, après 2 ans de crise, le secteur aéronautique redémarre sur les chapeaux de roue. Fini le temps des réductions d'effectifs et des PSE pour certains, sur fond d'effondrement de la charge d'activité, place aux embauches massives avec la remontée des cadences de production. Ça vient d'être dit, j'insiste pas là-dessus. La bonne tenue également, faut pas l'oublier, de la défense et du spatial. En quelques mois, là, les acteurs de la filière connaissent des montagnes russes historiques comme ils n'en ont vraiment jamais connues, notamment en matière de ressources humaines. Le chiffre de 15 000 recrutements cette année a en effet été donné en tout début d'année par le GIFAS. Pour rappel, 2000-2021, on était plutôt à 6 000, 7 000, entre 6 000 et 7 000 recrutements annuels. On voit donc là une explosion de la demande. Problème, on assiste à des tensions, voire des pénuries, nous dit-on, chez certains acteurs et pour certains postes, qui donnent beaucoup de fil à retordre au DRH. Pour parler de ce sujet ô combien important, au moins aussi important pour beaucoup d'acteurs que celui de l'inflation et de la rareté des matières premières. Nous sommes cet après-midi avec Thierry Baril, directeur des ressources humaines d'Airbus. Martin Sion, je vais essayer de bien faire attention à toutes les dénominations. Vous êtes président de Safran Electronics and Defense et vous êtes président du groupement des équipements aéronautiques de défense du GIFAS, le GEAD. Olivier Chansou, ça va être plus simple, vous êtes directeur général de l'ENAC. Et enfin, Xavier Gondot, vous êtes directeur des activités aviation chez Securitas, président de la commission sociale du CESA, le syndicat des entreprises de sûreté aéroportuaire, et vous êtes également en charge de la commission attractivité de l'AMA, l'association des métiers aéroportuaires. J'ai tout bon ? On continue. Première question, très simple, premier tour de table. On a tous en tête les 2 années très mouvementées que l'on vient tous de traverser. Le secteur a-t-il perdu en attractivité ? Question simple, qui veut commencer cette table ronde ? Par le constat. Bonjour à tous.
Est-ce qu'on a perdu en attractivité? Moins qu'on ne l'imaginait. Ça a été quand même une grosse inquiétude, puisque perdre 40% d'activité soudainement, si brutalement, pendant 18 mois, effectivement, on pouvait se poser cette question. On se rend compte en regardant les notes qui nous sont attribuées par un certain nombre d'organismes sur l'attractivité de nos entreprises. Alors, je vais vous parler surtout d'Airbus. L'attractivité est plutôt maintenue. Alors, maintenue dans nos activités traditionnelles, parce qu'on reste l'entreprise préférée des ingénieurs, des élèves ingénieurs pour la 18e année consécutive en France. On a maintenu notre situation, une position dans le top 10, numéro 9, par rapport aux étudiants plutôt système d'information. Maintenant, on est numéro 9. Voilà, donc il y en a 8 autres devant. Et c'est vrai que finalement, on a conservé cette attractivité, mais il y a énormément de travail pour rester visible, pour montrer qu'on est de retour, pour donner envie de nous rejoindre, pour expliquer le projet sur le long terme. Et la décarbonation est sans doute un des plus gros vecteurs. Je pense qu'on en reparlera. On va en reparler. Ouais. Voilà. Donc finalement, moins pire que ce qui pouvait être imaginé en fait il y a encore quelques mois. Chez Safran ou au sein du GEAD. Je suis d'abord. Allô. Oui. Je suis en ligne avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais rajouter juste un point, c'est que quand vous voyez l'enthousiasme qu'il y a aujourd'hui de la part des jeunes pour les micro-lanceurs, pour les taxis volants, pour toutes les nouvelles mobilités, etc., moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de désintérêt vis-à-vis de l'aéronautique. Alors c'est pas tout à fait le même aéronautique qu'avant, et je pense qu'il faut qu'on arrive à mieux expliciter auprès de la jeunesse ce qu'on fait en termes de décarbonation, ce qu'on fait en termes de nouvelles méthodes de développement, d'agilité, etc. Et s'il y a une difficulté, c'est peut-être plutôt entre les grosses industries et puis des structures plus petites, plus agiles. Un dernier point que je voudrais mentionner, c'est que quand on demande au président de Super Héros s'il voit une décroissance de l'attrait au concours de Super Héros, qui est quand même les ingénieurs qui se destinent à la profession d'aéronautique, eh bien non. Donc je pense que les indicateurs montrent qu'il n'y a pas de décroissance, il n'y a pas de perte d'attrait. En revanche, il y a une attente de la part de la jeunesse pour qu'on explique mieux ce que nous faisons. Et plus globalement, au niveau du GIFAS, parce que là on a parlé des ingénieurs, mais on a des besoins aussi en production. Un tiers des offres qui sont aujourd'hui ouvertes sont des offres de production. Et le GIFAS a lancé une initiative qui s'appelle l'Aéro-Recrute pour bien faire connaître aux gens qui sont dans d'autres secteurs industriels tous les bénéfices qu'il peut y avoir à venir travailler dans le secteur aéronautique. C'est quelque chose qui est très important parce que la tension qui existe aujourd'hui dans le monde du travail, elle est sur tous les secteurs. Et nous, il faut qu'on aille drainer dans d'autres secteurs économiques que ceux de l'aéronautique, plutôt que d'être toujours dans le même pool. On essaye aussi d'avoir des échanges entre nous pour éviter des pratiques de débauchage intempestif qui pourraient affaiblir les plus faibles, en particulier les PME. On y reviendra également. Olivier Chanchou, toujours sur cette question de l'attractivité, on se bouscule toujours pour entrer dans votre école? Oui, on a constaté un tout petit tassement en 2020, mais je crois que c'était plus sur l'afflux d'étudiants internationaux, avec la perte de mobilité, les gens ont attendu de voir ce qu'elle est devenue. Dès 2021, on a une reprise. Alors, évidemment, c'est particulièrement vrai je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Thierry Baril, sur l'aspect ingénieur, et c'est sûr que ça, au contraire, le challenge attire, donc pas de baisse d'attractivité. C'est aussi vrai sur des métiers plus opérationnels, pilotes, contrôleurs aériens, qui sont formés à l'ENAC, côté d'exploitation. On sent un peu plus de tension évidemment sur les gros sujets où il y a lié à l'exploitation. Je ne reviendrai pas sur les situations des compagnies aériennes ou des aéroports. Il ne faut pas oublier, nous on est sur une composante transport aérien qui va au-delà de la construction aéronautique. Donc il ne faut pas oublier cette seconde moitié, j'allais dire, de l'écosystème, qui sont absolument indispensables les uns avec les autres. Donc là on sent que c'est plus tendu, il faut expliquer. Mais pour la jeunesse, le secteur reste très attractif parce que gage d'innovation, gage de challenge à relever, de compromis entre ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire ce côté d'intérêt, il y a toujours une part de rêve, il ne faut pas se voler la face non plus, et un côté, j'allais dire, quelque part qui embarque une dimension internationale propre au secteur quand même. Donc tout ça sont des gages très clairs d'attractivité, mais avec beaucoup d'attentes en matière de changement, évidemment. Un chiffre que vous m'aviez donné qui témoigne de cette sélectivité, c'est 1000 candidats pour 20 postes de pilotes par an. C'est ça, Oui, c'est le concours le plus sélectif. Alors bon, c'est pas très représentatif, 20 pilotes, c'est une goutte d'eau. Mais voilà, le métier fait toujours rêver, il est exigeant et il attire.
Xavier Gondot, pour boucler sur cette première question. Alors, moi, je suis un petit peu plus nuancé, puisque dans l'entreprise de service, les contraintes ne sont pas forcément les mêmes. On est reparti l'an dernier, il y a tout juste un an. On était sur des tendances avec une vision plutôt 2027-2028. On n'a pas hyper bien communiqué dans notre écosystème. En tout cas, on n'a pas vu la vague qui arrivait en 2022 et on a eu beaucoup de difficultés à ramorcer la pompe avec une population. Donc, on est sur une population sur des métiers à faible valeur ajoutée, une population qui aspire à d'autres choix de vie avec certainement beaucoup de freins sur les horaires décalés ou sur des modifications de planning et qui, à l'issue de ce Covid, s'est reconverti dans des métiers qui peuvent être de la logistique, des métiers aussi dans le secteur public. Voilà, donc on doit complètement se réinventer, retravailler sur le sujet attractivité, conditions de vie, pour redorer notre blason. Voilà. On a certainement aussi souffert sur les aéroports. Alors il faudra aussi nuancer parce que les problématiques d'emploi à Roissy ne sont pas celles de Nice et celles de Nice ne sont pas celles de Brest non plus. Il faut vraiment aborder ces sujets-là avec une approche territoire par territoire. Néanmoins, écoutez, quels que soient les métiers, que ce soit la sûreté, que ce soit l'accueil, que ce soit la restauration collective, on doit clairement se réinventer. Je vais vous laisser la parole encore sur cette question. Je voulais venir justement à cette idée que, ok, l'attractivité est toujours là. Par contre, il y a une évolution des mentalités parmi les candidats, des changements. Les 2 années qui viennent de passer ont clairement induit une modification dans les attentes des candidats. Concrètement, comment vous allez y répondre pour permettre plus de télétravail, plus de flexibilité, Xavier Gondot, dans l'emploi du temps? Comment le mettre en œuvre, le mettre en musique? Alors nous, on a déjà une première contrainte qui est une contrainte économique. Depuis une dizaine d'années, on a fait beaucoup de gains de productivité, avec souvent des sujets de branches, de revalorisation qui étaient tirés vers le bas. Voilà. Donc aujourd'hui, on est rattrapé par l'inflation sur les coûts sociaux, qui est propre à n'importe quelle branche. On vit ça aussi dans l'hôtellerie, dans ces métiers-là. Donc il y a un sujet pouvoir d'achat, qui s'offre à nous. Ça, c'est un premier élément. C'est pas l'essentiel. D'accord ? Il y a un deuxième sujet. Il y a ce sujet conditions de vie. Aujourd'hui, nos personnels aspirent à avoir des vraies salles de repli, des crèches, des éloignements, parkings, terminaux. On a des temps d'éloignement quelquefois un peu élevés. Auparavant, ils l'acceptaient. Aujourd'hui, ils ne l'acceptent plus. On a un troisième point qui est lié aux conditions de travail, qui est lié au rythme de travail, donc les horaires décalés avec des modifications de rythme assez fréquents. Et là-dessus, on va travailler avec les gestionnaires, les donneurs d'ordre sur 2 choses. Le premier, ce sont l'affermissement des commandes sur une programmation IATA-été, sur lequel on prend quelques options de trafic, ce qui nous permet de gérer par anticipation nos plans de recrutement. Voilà, ce qu'on a raté sur le printemps dernier, puisqu'on n'avait pas la reprise, on n'avait pas on n'avait pas estimé la vigueur de la reprise du trafic. Et puis le deuxième, on va travailler sur les rythmes de travail, c'est-à-dire on va cuber globalement la charge de travail pour offrir des taux de service un peu plus réguliers à nos personnels. Des choses très très simples en fait, très simples, qui leur permettront de redécouvrir l'aéroport avec un environnement de travail. On sait tous ici qu'un aéroport vous offre un environnement de travail avec la possibilité de rencontrer différentes populations qui sont des vrais plus, qui ne seront pas oubliés. Voilà. Mais force est de constater que ceux qui sont partis dans d'autres secteurs ne veulent pas revenir. Vous confirmez, Thierry Baril, pour préparer cette table ronde, vous m'aviez dit en allant un peu vite, c'est l'entreprise maintenant qui doit s'adapter aux candidats et non plus l'inverse. Ça se traduit comment chez Airbus ? Oui, c'est vrai que c'est de plus en plus le cas. Il faut faire face à cette réalité. C'est pas, à la limite, c'est pas choquant en soi, en fait. Mais c'est vrai que nous sommes en permanence à l'écoute, tout simplement, déjà de nos salariés qui sont dans l'entreprise et qui ont un niveau d'attente qui évolue. Et lorsqu'il faut être attractif, il faut aussi être prêt, en fait, à s'adapter. Alors, par contre, nous, on s'est fixé certaines limites, malgré tout. Nous restons une entreprise extrêmement industrielle. Une grande partie de notre personnel, quoi qu'il arrive, ne pourra jamais télétravailler. C'est un fait. Ce qui est important pour nous, c'est de donner envie d'être sur un lieu de travail. Alors, on a organisé du travail hybride. Je ne parle pas de la période de confinement, malheureusement, que nous avons tous vécu plus
nos activités ne s'étaient pas arrêtées, finalement, pendant la période Covid. Mais malgré tout, pour des populations plus dites de col blanc, beaucoup de personnes ont pris goût, en fait, au télétravail. Nous, on essaye de prendre un challenge qui est différent, qui consiste à dire, il faut que l'environnement de travail soit attractif, soit sexy, qu'on puisse se sentir contributif, inventif, créatif, et qu'on puisse vraiment continuer d'avoir des programmes qui sont quand même organisés au-delà des équipes, en multi-functional teams, avec une localisation, une colocalisation en fait d'expertise et de compétences. Voilà, donc c'est ça le challenge qu'on a plutôt choisi. Mais très concrètement, c'est quoi? Ça se traduit par quoi? Alors, c'est de l'aménagement? Alors oui, il faut déjà aménager une organisation du travail qui se situe au niveau de l'équipe. Tout le monde attend que ça tombe finalement toujours du ciel, mais en fait la meilleure organisation, c'est celle qui peut se faire au niveau de l'équipe et en tenant compte de l'ensemble des partenaires dans l'entreprise avec lesquels on est amené à travailler. Chez nous, l'organisation hybride est assez standard, de ce qu'on peut voir dans le monde. C'est environ jusqu'à 40% de temps de travail télétravaillé. Ça veut dire 3 jours, idéalement, en fait, sur le lieu de travail. Il faut repenser, en fait, nos espaces de travail. C'est pas nouveau, ça fait des années qu'on fait, mais c'est vrai qu'on l'accélère actuellement. On fait de plus en plus attention à l'environnement dans lequel notre personnel peut intervenir, peut communiquer. L'accès aux outils, la connectivité, la mobilité, sont autant de choses qu'il faut accélérer et en permanence mesurer le niveau, pas simplement de satisfaction, mais d'engagement. Parce que la satisfaction, ça s'obtient assez rapidement. L'engagement, c'est vraiment autre chose. Et bon, pour l'instant, on a plutôt un niveau d'engagement très élevé chez Airbus, qui nous aide beaucoup, parce que les gens comprennent ce qu'il est attendu de leur part, comprennent leur contribution, attendent pour les nouvelles générations sans doute de bouger beaucoup plus vite. Donc il y a la notion de mobilité, de rapidité, à offrir des perspectives, parce que sans perspective, effectivement, on risque de les perdre. Je vous ai fait en mode accéléré les différents sujets sur lesquels on travaille. L'un des enjeux aussi, on l'a pas dit, c'est tout simplement de conserver ces forces vives, c'est ça? Il y a un vrai enjeu autour de ça aussi? Oui, il y a un vrai enjeu, parce que pendant des années, chez Airbus, on n'a pas du tout eu de souci de rétention, pour utiliser un franglicisme. Ça commence sur un certain nombre de compétences qui sont d'ailleurs pas celles propres à l'aéronautique et le spatial. Plutôt ces compétences émergentes que tous les secteurs recherchent actuellement dans le domaine des systèmes d'information, dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine des architectures de systèmes, où là, il y a vraiment une demande qui va au-delà de notre propre corporation. Donc là, on le sent, même si au moment où on se parle, c'est très contenu. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur nos lauriers. On est extrêmement humble par rapport à ça, parce que c'est une réalité que nous sommes tous en train de vivre actuellement dans le monde de l'entreprise. Plus de départ qu'à une époque, oui. Martin Sion, ces propos de Thierry Baril, vous en pensez quoi? Je pense que les leviers qu'on utilise dans le reste de l'industrie sont les mêmes. Moi, j'insisterai sur 2 points. La première chose, c'est vraiment l'individualisation de la gestion des collaborateurs, parce qu'il faut qu'on leur donne des perspectives à eux et pas en général. Il faut être beaucoup plus proche et avec des fréquences beaucoup plus resserrées en termes d'évaluation, et ils ont besoin de sentir qu'ils grandissent. Ensuite, moi, j'insisterai beaucoup sur le sens. C'est-à-dire qu'il y a une attente de sens qui est forte. Avant, cette attente de sens, pour nous, elle était implicite. Et on ne prenait pas la parole pour aller expliquer à quel point l'aéronautique, c'est formidable, c'est un rôle social qui est remarquable, ça joue sur la souveraineté. Et en fait, il faut qu'on l'affiche, qu'on soit beaucoup plus présent, y compris sur les réseaux sociaux, etc., pour qu'on ait cet engagement, qui n'est pas qu'un problème de rémunération, etc. C'est pourquoi je travaille dans l'industrie aéronautique. Et il se trouve que la France étant leader dans l'aéronautique au niveau mondial, à travers Airbus, à travers Safran, Thales, Dassault, etc., on a une vraie fierté, à mon avis, qu'il faut qu'on arrive à mieux faire partager. Encore une fois, elle existait avant, mais on ne faisait peut-être pas l'effort de la porter auprès des jeunes. Donc je pense que les leviers sont les mêmes. Après, c'est la façon dont on s'occupe des gens de chez nous pour éviter qu'ils aillent voir ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a des pratiques dans certains autres domaines, pas du tout du domaine aéronautique, où il y a des grilles de rémunération qui n'ont rien à voir. Donc on ne les fera pas rester pour l'argent, on les fera rester pour le projet. Et je trouve que la décarbonation de l'aéronautique, c'est la 3e révolution de l'aéronautique. On a fait la sécurité d'abord, ensuite l'accessibilité, que tout le monde puisse voyager à des tarifs compétitifs. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire ça avec 0 empreinte carbone. C'est un challenge extraordinaire. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à partager avec nos équipes. Très bien. Parce que comment très concrètement vous créez ce sens? Comment quelle histoire on commence à bâtir, à raconter autour de ça? Désolé d'insister là-dessus, mais je voudrais vraiment... Déjà, moi je vais dans les écoles, je vais partager ma fierté de travailler dans l'aéronautique, et dans l'aéronautique et la défense.
qui sont deux sujets de souveraineté. Je pense que on a parfois des étudiants qui sont, comment dire, un peu réticents, en disant mais vous êtes un peu comme l'énergie, vous polluez, etc. Et quand on leur explique ce qu'on est en train de faire, quand on leur explique les moyens financiers qu'on y a attribués, 75% de notre recherche et technologie, c'est pour la décarbonation. Eh bien là, ils voient que c'est sérieux, qu'on a des engagements à 2050, mais aussi des engagements à 2030, à 2035. Et honnêtement, autant il peut y avoir des discussions vives au début, autant à la fin, j'ai des CV avec lesquels on peut repartir. Donc on est plus présent dans les écoles, on a 18 écoles, alors je parle pour Safran, mais tous les groupes le font, on a 18 écoles et universités partenaires, et nous avons 250 ambassadeurs qui vont au contact des élèves pour essayer de démystifier les légendes qui ont pu exister sur l'aéronautique. Et ce discours autour de la décarbonation, pour redonner du sens, hein, si je résume ce que vous me dites, il est valable au sein des grands groupes, mais est-ce qu'il est valable au sein des PME, des sous-traitants? Est-ce que ces acteurs-là, de moindre importance, peuvent s'en emparer? C'est plus difficile, et en même temps, quand on présente la feuille de route du CORAC, où on a construit une feuille de route au sein de l'industrie aéronautique française, dans laquelle on prévoit 10 milliards d'euros à peu près à dépenser pour réussir à l'avion décarboné. Là-dedans, il y a 30% d'activités qui sont faites par des ETI et PME. Et donc, ces ETI et PME, elles ont parfois des difficultés à montrer le lien entre l'amélioration d'une technique de fabrication de composites, etc., et la décarbonation. Mais le fait d'être embarqué dans un projet Airbus, Safran ou autre, qui lui va permettre de faire l'avion décarboné, ça donne du sens. Et le fait que notre filière soit extrêmement inclusive vis-à-vis des PME et des ETI, c'est une force. Et je pense que ça aide les entreprises de plus petite taille à embaucher aussi. Olivier Chansou, toujours sur cette question de la décarbonation, dans quelle mesure cet enjeu a pénétré la formation de l'ENAC? On parlait un peu aussi de Supaéro quand on a préparé cette table ronde. Je veux dire, un des rôles des écoles, que ce soit Supaéro, l'ENAC, c'est justement de fournir les compétences qui sont attendues. Là, je pense qu'on a eu des messages très clairs, et nous, on relaie. J'adhère complètement à la vision. Il faut travailler avec les étudiants. Ils veulent des messages individuels, et ça s'est accéléré. Donc là, y compris dès les études. Donc voilà, il faut vraiment arriver à construire du parcours individuel. Il faut donner du sens. Donc le sens, il est effectivement à travers le fait qu'ils seront les acteurs de ce changement. Donc il faut donner les bases. Donc ça, concrètement, ça on le fait avec Supaéro justement. On donne des enseignements de base sur le changement climatique et les conséquences, les leviers techniques en particulier adaptés au transport aérien. Voilà, ça, en une semaine, ils auront tous cette formation pour comprendre. Ensuite, il faut les permettre d'exercer leur rigueur, leur curiosité. Nous, on s'adresse à des étudiants, et il est très important, justement, de ne pas être dans une vision... nous, il faut les ouvrir. Donc ça, c'est un vrai sujet, d'arriver à leur dire, OK, vous avez le droit de tout penser, dès lors que c'est fait avec sérieux, dès lors que c'est regardé avec des bases scientifiques. Donc voilà, ça, c'est un sujet pour nos écoles qui étaient habituées à un côté un peu plus magistral. Donc ça, c'est pour nous un challenge très fort, arriver à faire ça, donner ses compétences de base, et puis après, c'est formation par formation. Un ingénieur qui va travailler en conception, sur de la structure, sur les SAF. Nous, pour un pilote, oui, on va parler des copilotages. Pour un contrôleur aérien, comment on va intégrer ça, au-delà de la sécurité, comment on va mettre l'environnement dans du contrôle. Chaque formation doit ensuite décliner ça, parce que, on l'a dit, cette décarbonation, ça sera la somme de l'utilisation d'un nombre de leviers. Et donc, il faudra que chacun ait conscience. Donc, il faut qu'ils aient conscience des enjeux, conscience des leviers, et après, à eux de se projeter, de s'engager dans cette transformation. Et vous vouliez insister sur les liens avec les centres de formation, enfin les écoles, pardon, et les industriels. Vous aviez quoi en tête à ce moment-là? Le rôle... C'est une meilleure concertation, c'est ça? Il faut c'est permanent. Quand les représentants industriels viennent dans les écoles, vraiment on les encourage. Je pense qu'on vient d'avoir un exemple concret. Il faut qu'ils soient très présents. On l'a dit, pour donner du sens, parce qu'il faut aussi bien comprendre aussi les attentes des étudiants. Et ça, c'est quand les rencontres qu'on le voit. Donc les attentes bougent, chaque année ça évolue. Donc ce lien-là, il doit être très fort. Et nous qui sommes école, enseignement, on est sur un temps nécessairement long, plus long que l'industrie. Donc il faut être au plus près de
de l'employeur final, pour bien comprendre les attentes, sentir un peu où ça va aller, pour préparer, parce que derrière, c'est les étudiants, c'est les recrutements, c'est les enseignants, les enseignements qu'il faut faire évoluer, le format des enseignements. Bon, avec le Covid, là, on a pris une bonne accélération, donc on a su montrer comment ça savait réagir. Et c'est tout ça, donc c'est ce dialogue qui doit être très très étroit. Bon, mais ça, le secteur est habitué à le faire, mais il faut le maintenir en permanence. Xavier Gondot, sur ce thème de la décarbonation, ça entre en résonance avec l'aéroportuaire ou c'est plus délicat à faire rentrer dans le moule ? Je pense que c'est un peu plus délicat sur la population qu'on emploie, même si ça fait partie intégrante. Et on le voit notamment dans les pays nordiques. Les réseaux sociaux existent et il y a quand même quelques éléments. Non, le sujet pour nous, il est alors, certainement aussi sur le sens, mais là encore, on part de beaucoup plus loin. Le sujet, il est avant tout sur l'organisation de parcours professionnels dans l'aéroportuaire, donc un sens qui correspond à leur réalité, en fonction de leurs aptitudes, travailler ces sujets-là. Et puis il est aussi sur un gros travail de présentation des différents métiers que l'on a sur un aéroport pour se faire connaître et pour devenir attractif. Donc ça c'est utiliser notamment tous les dispositifs publics qui existent et peut-être mieux les utiliser. Notamment, ça va mieux travailler avec Pôle emploi et toujours encore dans des logiques territoriales. C'est extrêmement important ça pour nous. Et voilà nos principaux enjeux. D'accord. Thierry Baril, Martin Sion, des questions pour vous deux, pour fixer les idées, même si ça a été dit un petit peu dans le début de l'année. Est-ce que vous pourriez nous donner, sans faire des listes à la Prévert et entrer dans une somme de détails délirants, nous donner un petit peu à voir quels sont les postes pour lesquels vous avez des plus gros besoins? Alors les postes cœur de métier, on imagine les connaître, mais quand on parle décarbonation, quand on parle digital, quand on parle cyber, il y a peut-être des postes qu'on a moins en tête. Est-ce que vous pourriez nous faire état de ce que vous recherchez? Alors déjà, il y a les volumes de recrutement qui nous occupent actuellement sur du court-moyen terme. C'est-à-dire quand on est dans les montées en cadence que nous sommes en train de vivre, notamment sur la famille A320, ça représente des compétences finalement que l'on connaît bien en fait dans notre organisation, qui vont être des compétences de monteurs, assembleurs, de compagnons en général, je vais le dire comme ça, puisqu'on recrute quand même beaucoup de compagnons actuellement, notamment en France et en Allemagne, pour faire face justement à cette montée en cadence. Dans le domaine des ingénieurs, c'est tout le support opération, engineering, système, aérostructure, fuselage, dans sa vision d'aujourd'hui. Demain, le fuselage va évoluer. De plus en plus, l'avion va évoluer, si on parle que des avions. Parce qu'effectivement, la dimension décarbonation, de toute façon, nous amène à complètement réfléchir différemment. La propulsion, alors Safran pourrait mieux en parler que moi, mais demain, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on se positionne les uns et les autres sur des compétences qui sont des compétences qui vont faire que nos avions voleront différemment, avec d'autres types d'énergie, et c'est vrai que c'est en train de redessiner un certain nombre de frontières. Le sujet de l'hydrogène, qui est quand même très évoqué actuellement, parce qu'il y a l'hydrogène, sa production, sa distribution, il y a également le fait que l'hydrogène ensuite est intégré dans un aéronef. Je vous coupe Thierry, sur cette question de l'hydrogène, Airbus a beaucoup focusé dessus depuis 1 an et demi, on en parle beaucoup. Concrètement, où est-ce que vous allez les chercher, ces compétences? Ce sont des compétences qui existent déjà et qui ont été développées dans certaines corporations industrielles. Ce sont aussi des compétences que l'on peut développer nous-mêmes, sur la base d'un certain nombre de prérequis. Pour l'instant, c'est pas un énorme volume de recrutement dans l'entreprise. Vous n'allez pas débaucher chez Air Liquide Non, mais on peut avoir des partenariats intelligents. Donc après, c'est comment est-ce qu'on fonctionne entre des partenariats avec des entreprises qui ont cette compétence, véritablement, et puis la compétence que l'on doit développer nous-mêmes, que l'on va développer sur plusieurs années. Parce que l'hydrogène, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi demain. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est intéressant, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est à la fois recruter sur le court terme pour faire face à une reprise d'activité qui est quand même extrêmement significative et qui va nous amener d'ici 2025, vous le savez, à normalement être capable de produire 75 A320, enfin dans la famille A320, parce que ce sera beaucoup d'A321 par mois, ce qui représente, après ce que nous venons de vivre, clairement plus qu'une reprise, quoi. C'est un véritable boom. Donc là, c'est une concentration en soi-même. Après, toutes les autres compétences qu'on appelle émergentes, dans le domaine des systèmes, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du software, mais on peut vous faire une liste à la Prévert là pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de compétences dites émergentes ou clés sur lesquelles on a besoin de toute façon
de faire un effort de recrutement particulier par rapport en fait, à la préparation de l'avenir. Et là, c'est une préparation 5 à 15 ans. On n'est pas dans le même horizon, en fait. Et dans le digital, sans aller donc dans cette liste à l'après-vert, comment faire face à des pure players du numérique, aux fameux Google, Facebook, qui peuvent attirer beaucoup de jeunes? Comment on fait la différence? Alors, il y a la version, si je puis me permettre, qui est un peu provocatrice et franchement très prétentieuse, donc c'est pas la nôtre, mais qui consisterait à dire, il y a la tech et puis il y a la high-tech. Nous sommes dans la high-tech. Et en soi, pardon, donc je l'ai faite quand même, je voulais pas le faire, mais je l'ai quand même faite. Et ça, c'est très prétentieux, donc c'est pas du tout notre approche. Notre approche, c'est de revenir à quelle est votre contribution dans des domaines d'activité comme les nôtres, dans un milieu extrêmement high-tech. C'est-à-dire que quelque part, la matière sur laquelle on peut faire intervenir l'ensemble de ces nouveaux profils dans notre corporation, c'est quand même très excitant. Parce que là, ils ont le sentiment de pouvoir venir intervenir dans un domaine qui est en pleine rupture, en pleine transformation, en plein changement, exactement ce que vous disiez tout à l'heure, où on est en train de préparer finalement une révolution majeure. On est en train de réinventer l'aviation, quelque part, pour les prochaines décennies. Et là, toutes ces compétences-là vont trouver leur place dans nos domaines d'activité, dans un monde en plus qui est un monde avec les niveaux de vulnérabilité qu'on connaît, notamment dans le domaine de la cybersécurité. On arrive à bien recruter dans le domaine de la cybersécurité, mais on a décidé aussi de s'organiser nous-mêmes en créant notre propre formation, un bachelor, demain un master, parce qu'on voit bien qu'on aura un besoin qui sera de plus en plus important et qu'à un moment donné, il faut aussi savoir attacher ses compétences à l'entreprise. Je vous interrogerai tout à l'heure sur effectivement ce diplôme cyber Martin Sion, pareil sur cette même question des compétences, avec peut-être aussi, si vous voulez bien, votre casquette du GEAD, pour savoir, il y a quand même une différence d'appréciation quand on est dans un très grand groupe et dans des groupes un peu plus petits. Sans surprise, sans surprise, il y a beaucoup de compétences qui sont les mêmes que celles d'Airbus, dans celles qu'on cherche. D'abord, je parlais tout à l'heure de l'Aéro-Recrute. C'est une plateforme qui permet de mettre en évidence un certain nombre de besoins dans l'ensemble de la filière, de la PME jusqu'au grand groupe. Lancé par le GIFAS Lancé par le GIFAS récemment. En tout cas, je pense que c'est vraiment le but, c'est d'aider tous ceux qui s'intéressent à l'aéronautique de comprendre quelle est l'actualité de l'aéronautique, quels sont les métiers de l'aéronautique, quelles sont les différentes sociétés qui sont présentées sous la forme d'une page très succincte pour que bien des gens qui ne connaîtraient pas puissent se positionner. Quelles sont aussi les implantations géographiques, car nous irriguons tous les territoires au niveau français avec vraiment une répartition qui est très importante. Si j'ai regardé tout à l'heure, il y avait 3000 offres d'emploi qui sont ouvertes aujourd'hui. 1000 offres dans le domaine de la production, 1000 offres dans le domaine de la R&D et des essais, et 1000 offres dans les fonctions support et la prévente. Donc en fait, on recrute quand même dans tous les secteurs. Et comme on le disait tout à l'heure, en production, on cherche des métiers qui existent aujourd'hui bien souvent, et la plupart des entreprises, des grandes entreprises, s'organisent de façon à aider leurs salariés à franchir les étapes du 4.0 dans la production. Et le GIFAS organise des programmes pour aider les PME à passer le défi de l'industrie du futur en les aidant à trouver des méthodes de diagnostic, etc., qui leur permettent de bien cibler leurs besoins. Et ce sont de l'aide qui peut venir du GIFAS, de l'aide qui peut venir des régions, mais on a besoin d'entraîner toute notre supply chain pour qu'elle fasse cette transformation vers le manufacturing 4.0 qui nécessite du reskilling. Maintenant, si je reviens sur certains points qui ont été mentionnés sur l'hydrogène, on a une très bonne coopération entre Safran et Airbus qui s'appelle Ariane Group. Et l'endroit où vous avez le plus de compétences dans l'hydrogène aujourd'hui, c'est Vernon. Et donc le site de Vernon d'Ariane Group. Et donc Safran et Airbus coopèrent avec Ariane Group. Et là, il y a un avantage fantastique pour la France, qui est un pool d'ingénieurs spécialisés dans l'hydrogène, dans la propulsion hydrogène, depuis 40 ans. Sur les métiers, on a besoin d'architectes systèmes. Les systèmes qu'on fait sont de plus en plus importants, de plus en plus complexes. Et l'avion de demain, quand on dit qu'il va être décarboné, ça veut dire que ça va être un avion ultra efficace. Donc avec une superbe aérodynamique, qui devrait être extrêmement léger, qui devra consommer très peu de carburant. Et autant avant, on pouvait optimiser chaque élément les uns à côté des autres, autant aujourd'hui, il faut réussir à tout optimiser d'un coup. Et ça nécessite des compétences en architecture système, en ingénierie système, qui sont rares. On a des très bonnes écoles en France, mais il y a trop peu d'ingénieurs qui sont formés.
Donc un certain nombre d'acteurs du secteur ont créé des formations internes. De la même façon, intelligence artificielle, cybersécurité, je pense que tous les grands acteurs ont créé des formations, et surtout internes. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec certaines écoles pour les aider à définir leur programme. C'est ce qu'a fait Safran avec Centrale Supélec, par exemple. Et on a des experts qui viennent intervenir dans les cours de manière à donner un contenu qui soit pas trop conceptuel, que les gens fassent le lien entre ces disciplines qui sont un peu arides et puis le cas concret qui va permettre de trouver la motivation pour y aller. Donc je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, on a, dans cette période actuelle où il y a des nouveaux métiers et où on a une révolution à faire dans un temps qui est assez court, il faut que les liens entre les écoles, et les universités et les écoles et les grandes entreprises soient extrêmement forts pour qu'on ait les cursus qui soient adaptés. Vous pouvez nous redire, pour rappel, les volumes de recrutement Safran cette année? Safran, cette année, on va faire plus que 3500. Donc c'est en France, hein, sur la partie française, plus de 3500 personnes seront recrutées chez Safran. Je voudrais qu'on aborde. Et je ne l'ai pas dit pour la filiale tout à l'heure, je crois que ça a été dit par madame, c'est 15 000 au niveau du GIFAS, donc, qui est un chiffre qui n'est pas encore le chiffre record, mais peut-être qu'on va faire plus que 15 000, et dans ce cas-là, ça sera un chiffre record, même par rapport aux années pré-Covid. Je voudrais, pour la dernière partie de cette table ronde, me pencher un peu sur la manière dont on peut innover en RH, la manière dont on peut réussir à trouver un nouveau public vers lequel on n'allait pas forcément auparavant. Je voudrais qu'on en vienne à cette anecdote, Xavier Gondot, que vous m'aviez cité pour préparer cette table ronde, sur l'efficacité d'un certain réseau social versus les salons traditionnels. Oui, alors dans le service, je pense qu'on s'est assez bien sourcé, on s'est assez bien recruté, on propose aussi des vrais parcours, des montées en compétences. Et on avait, en post-Covid, on avait dans notre palette d'outils de recrutement, au-delà de ce que pouvaient nous proposer les services publics, on avait par exemple des foires et des forums de l'emploi, des bourses, sur lesquels on a envoyé un cadre sur 2 jours. Et puis au bout de 2 jours, effectivement, il y avait 200 CV, 250 CV qui arrivaient. Cette année, c'est plus du tout le cas. Ça ne marche mais absolument pas. On est sur des rapports, des ratios pour 2 jours de travail de cadre sur des 30-40 CV. Donc 30-40 CV, c'est 2 candidats in fine recrutés. Et puis, donc dans nos recherches, on a tous travaillé nos marques employeurs, les réseaux sociaux, notre politique RSE. Et puis on a des agents qui ont découvert l'aéroportuaire et qui se sont fait leurs petites vidéos, alors avec les codes qui vont bien, sur TikTok par exemple. Et là, on a eu des scores, mais on a eu 300 CV en 24 heures sur une hôtesse d'accueil à Roissy. Alors, elle n'est pas du tout codée sur nos clichés RH classiques. Force a été de constater. Et le retour sur ces 300 CV, on a eu 45 recrutements, voilà, sur du job d'hôtesse d'accueil. Voilà. C'est une belle illustration des modifications de comportement et de la façon dont on doit se réinventer. Voilà. On retrouvera les mêmes sujets un peu plus tard dans l'intégration, parce qu'une fois qu'on a recruté les candidats, il faut les conserver, d'accord, et où on rejoint effectivement des besoins beaucoup plus individuels avec des réflexions sur le tutorat, notamment, pour accompagner nos collaborateurs dans le temps. Au-delà justement de cette anecdote qui est quand même assez signifiante, je pose la question à la cantonade, comment faire pour trouver un nouveau public, comment innover, comment changer de méthode? Alors, sur les réseaux sociaux, je vais partager une autre petite anecdote qui est beaucoup plus basique, c'est qu'on a fait le test, on a mis 2 fois la même offre de stage. Une fois, on cherche quelqu'un pour faire du deep learning, et de l'autre côté, on a demandé quelqu'un qui fasse du traitement d'image massif, d'accord ? On a eu 100 fois plus de gens qui voulaient faire du deep learning que du traitement. Donc il faut repackager les offres pour comprendre quels sont les mots-clés qui sont attendus par les étudiants. C'est un enjeu sémantique alors. Ah bah oui, parce que le langage de l'intelligence artificielle n'est pas tout à fait le même que celui qu'on faisait avant. Et on a toujours fait du traitement d'image. Maintenant, on applique des techniques de l'intelligence artificielle. Il faut prendre les mots du traitement de l'intelligence artificielle pour attirer les bonnes personnes. La deuxième chose, c'est qu'on a de plus en plus de nos salariés qu'on incite à aller sur les réseaux sociaux pour partager leur travail, en faisant attention aux règles de confidentialité.
mais ils ne sont pas tous très bons. Donc on a lancé une Pitch Academy pour leur apprendre à présenter leur travail d'une façon qui leur soit favorable, et en même temps, ça les aide eux-mêmes parce qu'ils sont fiers ensuite de l'image qu'ils ont projetée dans les réseaux sociaux. Mais dans quel but, pardon, cette Pitch Academy? Pour que lorsqu'ils prennent la parole sur leur métier, ou lorsqu'ils prennent la parole devant des étudiants, ils maîtrisent bien la façon de le partager avec des étudiants. Quand vous faites les premiers essais, vous pouvez être certain qu'il y aura 5 acronymes, d'accord, et il y aura du jargon technique, et qu'eux ne voient plus, mais qui filtre totalement la capacité à embarquer les étudiants. Donc on doit les sortir de ce qu'ils font tous les jours pour se dire, mais quand vous voulez partager votre travail avec d'autres, il faut adapter leur langage, leur code, et c'est cela qu'on les entraîne à faire. Ils font ça par petits groupes de 4 où chacun, qui ne se connaissent pas, où chacun se challenge par rapport aux autres. Voilà. J'ai l'impression qu'on est en train de bousculer un petit peu les habitudes des ingénieurs. Là, je parle peut-être plutôt niveau ingénieur, je vais peut-être m'égarer, mais j'ai le sentiment que, allez, pour caricaturer, en France, on a toujours dit qu'on avait des ingénieurs qui faisaient des bons produits, mais pas forcément capables de les vendre, avec une vision américaine qui est presque... Bon, je caricature, je vous vois dodeliner de la tête, Thierry, mais est-ce qu'il y a un peu de ça? Est-ce qu'il y a un petit peu une refonte de logiciel à voir et savoir mieux se vendre? Non, enfin, pour attirer. Moi, juste pour compléter ce qui vient d'être dit et quand même répondre à ce point, c'est l'authenticité qui finalement fait la différence. On constate de plus en plus qu'à chaque fois qu'on a nos employés, nos managers qui s'expriment, ça génère immédiatement un accroissement mais exponentiel d'intérêt pour l'entreprise et pour les positions qu'on propose. On l'a vu en faisant tout simplement par exemple de la radio. On l'a fait à Hambourg. On s'est retrouvé avec 55 000 clics en quelques heures, 4 millions de vues. Pop, comme ça d'un coup. On a aussi l'expérience d'un salarié, pareil, TikTok, qui enregistre sa propre vidéo. On se retrouve avec des centaines de milliers de vues sur nos différentes positions. Non, je pense que ce sont des super ambassadeurs parce qu'en fait, ils en parlent aussi avec leur trip par rapport à l'expérience. Vous voyez, nous, on a tendance à parler beaucoup de la compétence, de la partie plus contenue. La façon dont ils vont en parler avec ce niveau d'authenticité, avec leur trip, donne envie. Et notamment quand on est en train de préparer l'avenir. Donc je pense que ça fait quand même quelques années qu'on s'était adapté finalement à l'ensemble de ces communications digitales. Aujourd'hui, elles ont pris des tours et on a plutôt envie que nos ambassadeurs internes prennent de plus en plus finalement le lead sur ce sujet-là. Alors je voulais vraiment vous faire intervenir Thierry Baril sur ce diplôme cyber. Quand on ne parvient vraiment pas à trouver les compétences, on se retrousse les manches et on met sur pied en quelques mois un diplôme maison. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore très bien connu. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors ça part en fait d'une expérience historique dans Airbus, qui est le cas de beaucoup d'autres grandes entreprises, d'avoir fait la démonstration qu'on était aussi capable de préparer un certain nombre de jeunes en formation initiale à des diplômes avec des taux de réussite très importants. Les lycées Airbus, qui existent depuis des décennies, notre fierté, c'est qu'on a 100% de réussite à tous les examens et que l'on sécurise à peu près 90% de recrutement à la sortie en fait des études. Et quelque part, on part sur des parcours formants où on a eu des jeunes qui ont fait CAP, BEP, Bac Pro, BTS et ensuite enseignement d'ingénieur en alternance, par exemple. On s'est dit pourquoi pas faire la même chose et commençons petit. Donc on commence avec une promo d'une vingtaine de personnes. C'est un bachelor. Donc on commence sur un niveau que l'on pense pouvoir bien mener. Et puis on a déjà l'ambition l'année prochaine de passer à un master. Et puis on a surtout l'ambition d'étendre cette école au-delà de la France. Donc on commence en fait en France, à Toulouse. On commence tout petit, mais en se basant sur toute l'expérience qu'on a pu acquérir dans nos formations techniques et industrielles pendant des décennies. C'est une promotion d'une grosse vingtaine de Une personnes. vingtaine, absolument. Avec la possibilité que ça fasse éventuellement que ça fasse des petits dans clairement. les pays où se trouve Airbus. Absolument, c'est vraiment l'objectif. Donc on va déjà tester, vous voyez, on y va, soyons très humbles. Commençons de regarder si on est capable en même temps de développer la compétence. Parce que c'est ça qui nous importe. Et c'est vrai que l'idée que l'on a, d'aller au-delà de la France, c'est de commencer en cyber, d'aller plus loin en digital, en intelligence artificielle, en sustainability, dans le développement aussi durable. Et petit à petit, faire des petits. Clairement aussi créer des perspectives de formation. En interne, quand on parlait des recrutements des data scientists, il y a quelques années, on avait tous la même difficulté pour aller les chercher. On n'a pas fait trop de bruit, finalement, on en a formé quasiment 1000 en interne.
en même temps qu'on en recrutait des centaines sur le marché, vous voyez. Et à chaque fois, on se rend compte que ce qu'on appelle l'upskilling aujourd'hui fait aussi beaucoup de sens parce que développe également des parcours internes et permet de générer justement les perspectives dont on parlait tout à l'heure. Alors, attirer un nouveau public, c'est aussi essayer de mieux attirer les femmes. Il y en a quand même assez peu dans l'aéronautique. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des objectifs de ce plan d'action du GIFAS, Olivier Chansou. C'est sur vous que va tomber cette question. Comment attirer les femmes dans l'industrie ? Regardez ce qu'on disait sur le... On n'était pas très à l'aise là, vous Sur voyez. la table ronde, on est déjà 4. Bon. Non, c'est clairement un sujet auquel on est confronté. Moi, ce que j'aurais quand même tendance à dire... Alors, le secteur bouge beaucoup. Faut regarder ce qu'on regarde, là, parce que les chiffres, si on le regarde sur la construction aéronautique, c'est déjà pas du tout les mêmes quand on parle du service. Je pense que la vision doit être globale. Faut regarder aussi de quel est le vivier. Moi, j'ai eu peut-être une petite occasion... on fait travailler régulièrement sur ces sujets d'égalité nos étudiants. En fait, nos étudiants se sont rendus compte, là, on faisait travailler pilote et contrôleur. J'ai été faire une petite vidéo dans un petit village du Gers, à côté de Toulouse. À 7 ans, c'était plié. Pilote, c'était le garçon, l'hôtesse, c'était la fille. Donc là, ils ont vu arriver des filles qui étaient pilotes et contrôleurs. On a vu les yeux s'éclairer. Bon, voilà. Donc il faut travailler très en amont. Très en amont, parce que là, le vivier, c'est pas se refiler la patate chaude, mais quand on regarde le vivier en amont, on est à 23% au niveau des gens qui prétendent. Donc après, au niveau d'écoles comme Super Aérolénac, on est à 24%, mais on n'est ni en dessous ni au-dessus. Par contre, il faut déjà augmenter ce vivier initial. Alors par contre, oui, là, il faut qu'on travaille beaucoup sur la communication. Donc l'initiative du GIFAS là-dessus est très intéressante pour bien montrer le côté global, transformation sur la filière. Ce sont des choses sur lesquelles, là aussi, les écoles, l'industrie, et pour moi beaucoup plus en amont, dès le lycée, comme l'initiative comme le lycée Airbus, c'est des choses comme ça. Quand il a fallu travailler sur la production, il faut commencer très 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 jeune pour aller casser un peu les moules qui ont la vie dure. Il faut le reconnaître. Ça fait des années que ça stagne ou que ça progresse tout difficilement. Il faut l'admettre. Il faut le travailler, je pense, que par des actions au quotidien et en donnant, je pense que ça sera peut-être aussi la synthèse. Pour moi, il faut donner une vision globale du système. Les jeunes, ils font plus trop la différence, vie privée, vie professionnelle, compétences. Ils veulent une vision globale. C'est pour ça que les recrutements marchent très bien avec, justement, quand c'est dit avec les tripes. Ce qui va les intéresser, c'est cette vision qui va tout donner. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut travailler, y compris si on veut aller sur augmenter les taux de féminisation. Mais c'est vraiment une démarche très, très globale. Rapidement, quelles sont les autres populations qu'on vise ? Je pense aux personnes sans qualification, je pense à des gens qui ont déjà un petit peu de bouteille, des seniors. Quelles sont les autres populations qu'on peut viser ? Qui veut répondre à cette question ? Et comment les attirer ? Alors, pour ce qui est du service, on vise vraiment toutes les populations, avec d'ailleurs certainement, là encore, un sujet sur lequel on devrait mieux communiquer en matière de diversité. On fait des très belles choses. En matière d'handicap, tous les postes ne sont pas aménageables. Il y a eu aussi, je crois, ces 4-5 dernières années des belles progressions dans nos chiffres. Et voilà, et je crois que là pour le coup, l'enclenchement, le programme RSE s'est bien enclenché, a été pris à bras-le-corps par les groupes et les entreprises. Thierry Barilli, je voulais vous faire intervenir sur un point qui serait peut-être la synthèse, sauf à ce que quelqu'un veuille rajouter quelque chose. Cette question de la difficulté à recruter, quand même peut-être plus aiguë dans les plus petites entreprises que les grands groupes. Dans quelle mesure on peut s'attendre à ce que les grands groupes filent un coup de main aux plus petits ? Qu'est-ce qui pourrait être fait au-delà de ce que fait le GIFAS par ailleurs ? Moi, je pense que ça fait partie de notre responsabilité. Et d'ailleurs, il y a quelques années, en tous les cas avant la pandémie, on avait réussi à développer tous ensemble un certain nombre de parcours, les passeports formation, les passeports métiers. On essayait, par exemple, de réserver au lycée Airbus un certain nombre de places à destination de nos entreprises qui étaient soit partenaires, soit sous-traitantes. Et on essayait de les faire participer également en fait à l'enseignement. Alors je dis bien essayer parce que c'est jamais complètement évident, on n'est pas toujours en plus dans les mêmes localisations géographiques, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on reprenne. Il faut le reprendre au niveau de nos régions, localement, il faut le reprendre au niveau national, il faut le reprendre au niveau européen.
Le pire, c'est qu'on soit tous en train de se battre les uns contre les autres, parce que finalement, les grandes organisations vont complètement assécher le marché. Ça va être terrible pour les plus petites structures. Donc, je pense que nous, on est prêts, complètement prêts, parce qu'on d'ailleurs, on l'a déjà fait dans le passé, à revenir à un certain nombre d'initiatives qui nous permettraient, à condition qu'on ait cette visualisation, cette vision, ce co-investissement, de préparer effectivement les compétences dont toute la profession va avoir besoin dans les prochaines années, y compris celles qui ne sont pas directement liées à nos activités traditionnelles d'aéronautique, de spatiale et de défense, d'ailleurs, au passage. Martin Sion, je vous ai vu hocher de la tête. Vous êtes favorable également à cette solidarité, appelons ça comme ça, au sein de la filière? Oui, et d'ailleurs, cette solidarité, on l'a encore matérialisée récemment. On a une charte sur laquelle on s'est engagé pour éviter ce que j'appelais des débauchages massifs qui pourraient affaiblir des petits acteurs de la filière. Alors, on sait que ce n'est pas des choses qu'on peut réglementer. En revanche, ça donne un prétexte lorsque une petite société a l'impression qu'elle perd des talents d'une manière trop rapide, qu'elle puisse appeler le patron de la boîte concernée en disant « Hey, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on souhaite qu'il se passe au sein du GIFAS, il faut qu'on discute ensemble, qu'on gère le timing, etc. » Donc là, la filière est vraiment, je pense, mobilisée pour sécuriser la capacité RH de la filière. L'aéro-recrute, c'est fait pour aller chercher dans d'autres bassins d'emploi. Il y a des bassins d'emploi comme l'automobile, qui n'ont pas les mêmes dynamiques que nous, par exemple. Il faut qu'on fasse venir vers l'aéronautique des gens qui viennent d'autres secteurs. Et je voudrais terminer quand même sur la féminisation, parce que c'est vraiment un enjeu majeur. Aujourd'hui, on se prive de presque la moitié d'une génération en termes de talent. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est entre 18 et 22% de femmes, ça stagne, ça a été dit. Il y a des écoles qui se sont fixées l'objectif de gagner 1 point par an. C'est difficile, mais ils sont parfois innovants en termes de quelles sont les modalités de recrutement, les pools de recrutement, etc. Nous, en tant qu'entreprise, il faut qu'on les aide là-dedans. Il faut qu'on ait des salariés qui aillent témoigner, et qu'elles aillent témoigner non seulement dans les écoles, mais dans les lycées, dans les collèges. Et c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, doit prendre toute la société française. Parce que le faible nombre de femmes ingénieurs, c'est un problème pour l'aéronautique, un vrai problème, mais c'est un problème pour toute l'industrie française. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, une question ici. Si quelqu'un peut apporter un micro. Ça arrive. Juste ici. Présentez-vous et posez votre question. Merci. Bonjour, Jean-François Weibel, Safran. Je suis tout à fait d'accord avec un changement fondamental qu'on a vu en tant qu'encadrant, recruteur, etc., où on n'a plus la question de la rémunération, mais plus la question d'être en termes d'attractivité. Je pense qu'il y a une autre question qui se pose à nous, c'est la rapidité du process de recrutement et notre agilité à recruter. Et je pense que c'est un élément fondamental face aux jeunes qui veulent une réponse presque instantanée à « vous avez un poste, oui, j'en ai un, j'en ai pas ». Une réaction? Ah oui, c'est complètement vrai. Et justement, c'est sans doute sur ces compétences-là qu'on est les plus longs. Parce que, il faut être honnête avec nous-mêmes, parce qu'effectivement, on n'a pas développé au cours des dernières années exactement, j'allais dire, la même empreinte vis-à-vis de ces compétences. Et c'est vrai que ça, on sait très bien que c'est ce qui nous permettra de faire la différence. À chaque fois qu'on a réussi des opérations de recrutement sur des compétences IT, sur des très courtes durées, ça a très très bien marché. Dès qu'on revient dans un mode de fonctionnement normal, on reprend trop de temps. Et là, effectivement, on perd des candidatures. Et chez Safran, on a créé un programme de graduate. Donc c'est un processus de recrutement qui est très différent des autres et qui fait que presque tout le recrutement se fait le même jour en plusieurs étapes. Et c'est un succès fou. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec la question, il faut non seulement accélérer le process, mais changer le process de façon à pouvoir en recruter plus et recruter mieux. Parce qu'il y a des gens qui sont attirés aussi par le process de recrutement en se disant, bah tiens, si on me recrute en faisant valoir ces compétences-là, ces aptitudes-là, qui ne sont pas que des aptitudes techniques, c'est peut-être que la boîte va me donner des opportunités auxquelles je n'aurais pas accès ailleurs. Ouais, juste un autre chiffre, parce que ça étaye ce que vous êtes en train de dire. On vient de lancer un nouveau programme international de graduate aussi, exactement le même état d'esprit. 80 postes, premier jour 630 candidatures, à la fin du process 10 000. On a été extrêmement vite, effectivement, et on a recruté nos 81 personnes, très internationales, avec des rotations sur l'ensemble du monde. L'international a encore beaucoup de sens, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. Vous terminez sur une note positive. Pas d'autres bonnes questions? Ah si, encore une question.
Merci. Pendant la période difficile et pour préparer l'avenir, on a développé en région Occitanie une plateforme Transco qui fonctionne bien sur le papier. On l'a développé de façon régionale parce que recruter, ça ne se fait pas à l'échelle d'un département, ça se fait de façon beaucoup plus large. Et on a du mal à trouver l'opérateur pour opérer, parce que les organismes en charge des recrutements sont pas des organismes avec une emprise nationale, ils n'ont pas d'outils nationaux. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à changer si on veut favoriser justement les transitions collectives d'une filière qui est en recrutement pour récupérer des talents qui viennent de filières où il y a un peu plus de difficultés. Message reçu, je pense que je pourrais faire le lien avec l'équipe de FIB du Jarric au GIFAS pour voir s'il y a des choses qu'on peut faire dans ce cadre-là. Eh bien, je crois que je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci aux invités et merci à vous, public dans la salle. Merci beaucoup.